3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Avant de commencer, comme d'hab, je veux remercier à fond tous ceux qui m'apportent du soutien quotidiennement. Malheureusement, bad news, Utip a stoppé le visionnage de publicité. Et ouais, les gars ne s'en doutaient pas que vous étiez une commu de fous furieux qui allait spammer tous les jours. Vous avez fait exploser les compteurs, la team. En tout cas, soyez-en sûrs, c'est pas ça qui va nous faire lâcher. Et ouais, il reste Tipeee encore, on est ensemble. Là-bas, vous pouvez faire des dons, bien sûr, beaucoup l'ont déjà fait, mais apparemment ce n'est pas tout. De ce que j'ai compris, il y aurait aussi moyen de mater des clips pour me soutenir. Bon, j'avoue, j'ai pas tout capté encore, mais si vous êtes chaud, voilà un nouvel endroit où spammer. Et si vous êtes capable de m'expliquer en commentaire comment ça fonctionne, c'est encore mieux. Ok, boomer. J'avoue, mais passons à autre chose, car aujourd'hui, c'est un coast-to-coast que je vous propose. Mais avant tout, vous connaissez, c'est l'heure de ma petite OP de l'été, et pour le mois d'août, c'est avec shooter.fr que je suis affilié. Bon, puis passons tout de suite au plus intéressant, qui dit affiliation, dit énorme réduction. Bon, si vous connaissez déjà, ou que tout simplement ça ne vous intéresse pas, je vous mets le timecode là, au creux de ma main, rendez-vous dans le futur. Par contre, pour les autres, il est temps que je vous présente un peu mon partenaire. Alors les programmes de shooter.fr, comme leur nom l'indique, permettent de travailler vos skills tout autour de la pratique du basketball. Pour moi, en plein été et après la période de confinement, c'est juste le plan parfait pour se remettre en forme et arriver au taquet pour la reprise de la saison. Puis si on regarde leur variété de drills est juste folle, je vous laisserai aller voir ce qu'ils proposent. J'y ai jeté un œil et croyez-moi, c'est du sérieux, ça dépasse clairement tout ce que j'ai pu apprendre quand j'étais à la fac, en STAPS. Bon, faut dire que j'étais dissipé aussi. Bref, avec tout ça là, il y a vraiment moyen de taffer sur toutes vos faiblesses pour réellement level up cet été. Alors si vous voulez tout péter à la reprise, c'est le moment d'aller voir les programmes de shooter.fr parce que ouais, pendant tout le mois d'août, avec le code promo le 6ème homme, vous pourrez bénéficier de 40% de réduction sur tout le site. 40%, c'est ouf non? Alors pour les obtenir, c'est easy, choisissez vos programmes, rentrez votre email et juste avant de payer, cliquez sur vous avez un code. Là, vous écrivez le 6ème homme dans la case prévue à cet effet et la réduction se fera automatiquement. Facile non, puis si vous avez un souci, écrivez-leur sur Instagram, ils sont réactifs. Bref, une fois que tout sera commandé, vous recevrez votre accès immédiatement et pour toute la vie, ouais, forever and ever. Et puis si vous flippez à l'idée que la crise fasse exploser l'internet, pas de souci. Vous pouvez télécharger tous vos programmes sur ordi, tablette ou smartphone et y accéder même en mode avion. Ils ont tout prévu les gars. Alors dépêchez-vous d'aller zioter les programmes de shooter.fr tant que la promo est encore active. Ça tue non, surtout que là, spécialement pour l'occasion, en plus des programmes que j'ai déjà affichés dans le clip, ils viennent de sortir un truc hyper complet spécifique pour l'entraînement de l'été. Alors let's go checker les infos en description. C'est du win-win, moi ça me permet de financer la chaîne et vous ça vous donne toutes les clés en main pour step up votre jeu. Quand je vous dis que vous serez des monstres à la reprise, c'est pas des blagues. Tu rigoleras beaucoup moins quand tous tes abonnés seront en NBA. C'est tout ce que je leur souhaite et j'en parlerai volontiers dans mes Airball Projects. Mais vu que tu me parles NBA justement, revenons à notre sujet du jour, les Sixers. En début de saison, beaucoup de monde les voyait contenders, prétendant au titre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, leur cote pour le titre à Vegas est à 23 contre 1, autant dire que c'est peu, plus personne ne croit en eux. Alors qu'est-ce qui a fait que la team de Philly en est là aujourd'hui? Que leur manque-t-il pour jouer le titre, ou au moins la finale? Y a-t-il possibilité de régler ça avant les playoffs? Le duo Joel Embiid-Ben Simmons est-il bien compatible? Ça en fait un paquet de questions que je me pose, et c'est bien à ça que je vais essayer de répondre dans ce Coast to Coast. Du coup, pour faire ça bien, je vais suivre le schéma habituel. D'abord, je vais parler de la dernière intersaison des Sixers, puis de l'exercice en cours, c'est important de planter le décor. J'analyserai par la suite les principaux points pour lesquels, selon moi, il y a des progrès à faire, ils sont au nombre de 5. Enfin, j'essaierai de voir si c'est rédhibitoire ou non, et si ça peut se régler d'ici les playoffs. Et si oui, comment? Ok, je crois que maintenant, vous savez tout, alors c'est parti pour un coast-to-coast spécial Philadelphia 76ers. Bon, j'imagine que vous vous rappelez tous de comment les Sixers se sont fait éliminer l'an dernier. Demi-finale de conférence, match 7 à Toronto, le score est de 90 partout. Kawhi Leonard part sur sa droite, pose ses appuis, prend son shoot, tout le monde retient son souffle. La balle hésite, rebondit, puis finit par transpercer l'arceau, le buzzer retentit, le match est terminé. Les Sixers sont passés à un seul shoot de s'offrir une opportunité de sortir le futur champion en titre. Parfois le basket est cruel et je n'ai aucun doute sur le fait que Joel Embiid se rappellera bien longtemps de ce moment.
Quoi qu'il arrive, il s'en est fallu de peu et le potentiel semblait être là du côté des Sixers. Du coup, pas le choix, à eux de rebondir dans l'optique de la saison à venir. Yes, c'est la meilleure façon de réagir, mais l'équipe a pu rester un peu stable quand même. Bah écoute, pas vraiment. Premier gros départ, celui de Jimmy Butler. Bon, faut l'avouer, ça pique, mais y avait rien à faire. L'ailier était attiré par les plages de Miami. La bonne nouvelle quand même dans ce deal, c'est qu'un sign and trade a pu s'élaborer. Josh Richardson profitait donc de la transaction pour débarquer du côté de la Pennsylvanie. Réputé comme un bon défenseur, mais aussi capable de scorer quasiment 17 points par match en Floride, l'arrière avait pour objectif de compenser au moins partiellement le départ de Butler, le profil correspond. Deuxième départ important, celui de JJ Redick. Celui-là, il fait mal aussi, dans le shooter d'élite se régalait et était super utile dans le dispositif des Sixers en profitant de chaque écran pour se libérer. Lui n'a pas été réellement remplacé et c'est bien dommage tant l'importance des snipers est primordiale dans le basket moderne. Pendant longtemps, Kyle Korver semblait pouvoir être la piste privilégiée, mais ce dernier est finalement passé sous le nez d'Elton Brand qui pourtant l'avait plus ou moins annoncé, préférant rejoindre Milwaukee. Oh shit. Here we go again. Pour compléter, évoquons également le départ de TJ McConnell, free agent, qui semblait avoir fait son temps à Philadelphie. Raúl Neto a pris sa place en le remplaçant poste pour poste. Les autres départs, comme ceux de Boban Marjanovic ou Amir Johnson, semblent eux plus anecdotiques. Et donc, qui est-ce qui est arrivé pour remplacer tout ce beau monde? Premier grand nom, Al Horford. Pour faire venir l'intérieur, les dirigeants n'ont pas lésiné, ils ont sorti le carnet de chèques pour offrir 110 millions de dollars sur 4 ans à l'ancien Celtic. En plus de lui et de Josh Richardson, dont on a déjà parlé, peu d'arrivées significatives, mis à part peut-être Matisse Thybulle, drafté avec le choix numéro 20. Moi perso, au départ, je m'inquiétais un peu du manque de spacing de cette nouvelle team, mais soyons honnêtes, avec un 5 de très grande taille composé de Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford et Joel Embiid, j'étais plutôt hypé. Pour protéger la peinture et empêcher l'accès au cercle à des gars comme Giannis Antetokounmpo, il y avait pas mieux. Sauf que... Ouais, ça a été décevant. Franchement, la seule vraie satisfaction que je garderai de cette saison, c'est la performance face aux Bucks le jour de Noël. Là, les Sixers ont montré que leur line-up pouvait causer d'énormes soucis à cette équipe de Milwaukee, et le match livré ne fut pas loin d'être parfait. Bon après, sur cette saison, en deuxième plan, je peux aussi retenir les vraies progressions de Furkan Korkmaz et Shake Milton. Je peux aussi dire que Matisse Thybulle s'est montré très bon pour un rookie drafté si bas. Évidemment que tout ça c'est assez cool, mais est-ce que c'est suffisant? Carrément pas, ça ne compense pas le fait d'avoir été si mauvais en déplacement et de s'afficher seulement à la 6ème place de la conférence Est au moment de l'arrêt dû au Covid. Ah ouais, 6ème place à l'Est, on est loin du statut de contender, pourtant de ce que j'ai compris, ils assuraient plutôt bien à domicile. Exactement, ils sont la meilleure équipe à la maison avec un bilan de 28 victoires pour 2 défaites, mais la 7ème pire en déplacement avec 10 victoires pour 24 défaites. Entre les deux, le gap est juste énorme. Bon après, au vu de ce qui va venir, je ne veux pas trop tirer de conclusion là-dessus au vu du contexte actuel. Dans la bulle, les Sixers ne seront ni vraiment à l'extérieur, ni vraiment à domicile. Ce que je retiendrai, c'est peut-être que ça souligne un petit souci psychologique à l'idée d'évoluer loin de leur terre. Là-dessus, jouer tous les matchs à Orlando ne sera peut-être pas un avantage. Mais bref, depuis que tout ça a eu lieu, est arrivée la pause forcée. Durant les 4 mois d'arrêt, il y a eu pas mal de déclarations, pas mal de révélations, mais aussi pas mal d'espoir. Le groupe a semblé travailler sérieusement, se souder et trouver de nouvelles ambitions. Brett Brown, le coach, répétait alors à l'envi que cette team avait été construite pour les playoffs et qu'il n'attendait qu'une seule chose, voir ses joueurs évoluer sur la plus grande scène du monde. Beaucoup du coup, et moi le premier, se mettaient à espérer et à être hypés pour cette reprise à Disney. Mais finalement, même s'il n'y a rien de catastrophique, force est de constater que les mêmes soucis paraissent toujours être là. Franchement, quand j'ai vu les Sixers jouer leur premier match officiel dans la bulle face aux Pacers, ça m'a fait le même effet que si je me remettais avec une ex après une longue pause. Le temps passe, tu as oublié le négatif, tu deviens optimiste et à la seconde où tout devient officiel, tu te rends compte que finalement rien n'a changé. Pour moi, il y a de ça vraiment, même si je suis sévère un peu. Parce que ouais, comme je le disais, il y a rien de dramatique. Les Sixers ont aussi montré de bonnes choses et il y a même des ajustements qui ont été faits. Mais pour l'instant, vu le titre de ma vidéo, je suis plutôt là pour parler des problèmes. Ok, là tu viens d'évoquer les ajustements, développe un peu pour commencer. Yes, je veux bien, et du coup, je vais citer le duo Joel Embiid-Ben Simmons. Tout au long de la saison, j'ai lu à plusieurs endroits que les deux gars ne s'entendaient pas, qu'ils étaient incompatibles, qu'ils ne pouvaient pas partager le terrain ensemble. Là-dessus, je vais tout arrêter. Stop it. Tout ça, pour moi, c'est du bullshit. Ce qui ne fonctionne pas, ce n'est pas le duo Embiid-Simmons, mais plutôt le trio Embiid-Simmons-Horford. Lorsque ces 3 joueurs évoluent ensemble, ça crée de gros emboutteillages dans la peinture, je m'explique. Déjà, je ne vous apprends rien si je vous annonce que Joel Embiid est meilleur quand il est près du cercle. Alors oui, il est capable de tirer de loin, mais c'est quand même dommage de le voir évoluer à l'extérieur du périmètre lorsque l'on sait qu'il est le joueur de la ligue qui met le plus de points en post-up. Je ne vous apprends rien non plus si je vous dis que Ben Simmons est surtout bon dans la raquette. Totalement ambidextre, l'Australien excelle en drive grâce à son footwork. Par contre, ne lui demandez
demandait pas trop de tirer de loin, 6 tirs tentés seulement pour lui à 3 points depuis le début de la saison pour 2 réussites, c'est peu. Pour marquer des points et être dangereux, l'ancien de LSU a clairement intérêt à évoluer proche de l'arceau. Alors quand à ce duo tu ajoutes un Al Horford qui lui est un pur intérieur, tu comprends que ça bouchonne dans la raquette. Ouais, mais bon, Horford, c'est pas un manche non plus à 3 points. Tout à fait, mais il serait quand même dommage offensivement de ne le limiter qu'à un rôle de floor spacer. Horford, c'est un mec avec un petit jeu au poste, une excellente qualité de passe, des capacités sur pick and roll. Et pourtant, jusque-là, ce que Brett Brown lui demande de faire, c'est principalement d'enfiler un costume de spot-up shooter qui envoie des missiles de loin. Forcément, ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas tirer le maximum de tes joueurs s'ils ne sont pas à l'aise dans leur rôle. Pour résumer, grosso modo, disons que ça fait environ 5 ans que Al Horford prend des shoots de loin, environ 3 par match en moyenne. Depuis qu'il est sous le maillot des Sixers, il en prend près de 4,5, soit une augmentation de 50%. Alors c'est beaucoup, mais pourquoi pas au final s'il met dedans? Sauf que bien sûr, si j'en parle, c'est que ce n'est pas le cas. Le grand Al, en tirant à 34% de réussite derrière la ligne, n'a jamais été aussi maladroit. Vous connaissez le true shooting? C'est une statistique avancée qui permet de mesurer l'efficacité d'un joueur au tir. En gros, elle donne un pourcentage d'adresse en admettant qu'un lancer franc est moins difficile à mettre qu'un tir à 2 points, qui lui-même est moins difficile à mettre qu'un tir à 3 points. En gros, ça prend en compte tous les tirs en les pondérant selon leur difficulté pour donner une adresse globale, c'est ça? Exactement, merci pour la reformulation. Eh bien, dites-vous que le true shooting d'Al Horford n'a jamais été aussi bas que cette saison, et de très loin. De 60% l'an dernier, il est passé à 52%, le différentiel est gigantesque. En même temps, peut-on en vouloir à l'ancien Celtic? Le gars est réputé pour avoir un très bon QI basket, mais aussi pour avoir de vraies qualités en pick and roll. Mais là, après un écran, comment tu veux cut vers le panier quand Embiid et Simmons ont déjà emmené leurs défenseurs dans la raquette? C'est juste impossible. Voilà pourquoi Horford se cantonne à rester au périmètre pour pratiquer un jeu qui n'est pas le sien. Bon bah c'est facile, il suffit de ne pas faire jouer Embiid, Simmons et Horford ensemble. C'est sûr dit comme ça, mais je peux comprendre que ça puisse poser problème. Si tu veux faire jouer Simmons et Embiid 35 minutes chacun, il ne reste plus beaucoup de temps pour Al. Et là, c'est relou de l'avoir signé si cher pour lui donner juste un temps de jeu de remplaçant. Mais bon, même s'il lui a fallu du temps, je pense que Brett Brown s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix. Depuis la reprise dans la bulle, Horford n'est plus dans le 5. Quand il rentre, c'est soit à la place de Simmons, soit à la place d'Embiid, et honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça. Des fois, certains joueurs, même s'ils sont bourrés de talent, sont incompatibles, il faut se rendre à l'évidence. Alors c'est pas mal d'avoir trouvé des solutions pour éradiquer ce problème, mais pour moi, ça en fait survenir un autre. Quoi encore? Le manque d'un vrai meneur créateur. Parce que oui, maintenant, c'est Ben Simmons qui joue au poste 4 à la place d'Al Horford dans le starting 5 des Sixers. Désormais, le rôle de meneur de jeu titulaire appartient à Shake Milton. Franchement, je trouve l'idée bonne en soi, mais quand tu joues le titre, as-tu vraiment envie que le gars par qui doit passer la majorité de tes systèmes ait été choisi au 54e choix de la draft 2018? Non, hein, et s'il n'assure pas, as-tu vraiment confiance en Raoul Neto pour prendre le relais? Attends, je te trouve sévère là quand même, l'un comme l'autre ont montré de belles choses, notamment Milton face aux Spurs. Ça c'est sûr et certain, d'autant plus que l'arrière n'en est pas à son premier fait d'armes. Ce qui m'inquiète en fait, ce ne sont pas ses qualités, pas son culot, mais plutôt son manque d'expérience. Lors du premier match face à Indiana dans la bulle, ça s'est ressenti direct. Dès que TJ McConnell était sur le parquet, celui-ci faisait une presse sur le jeune Sixer. Là, soyons francs, le gamin paniquait, se précipitait, était frustré, son match s'est terminé à 0 points, 3 passes, 3 balles perdues et 5 fautes, plutôt catastrophique. Bon, comme on l'a dit, Milton s'est montré beaucoup plus rassurant par la suite. J'aime son énergie, ses coronesses, mais aussi sa longueur, car lui aussi est un défenseur plus que correct. Ceci dit, je pense qu'il a encore beaucoup à prouver avant de revendiquer le statut de titulaire d'une équipe qui joue le titre. Et en fait, ce qui me fait un peu flipper, c'est qu'en playoff, certaines équipes adverses risquent de vraiment le cibler dès qu'il a la balle. Je vais en faire hurler certains, hein, mais le Markel Fultz que l'on a vu cette saison à Orlando aurait potentiellement très bien pu faire l'affaire. Alors peut-on en vouloir à Milton? Non. Le gamin fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Peut-on en vouloir à Brett Brown? Non plus. Au moins il tente des trucs. Alors peut-on en vouloir aux dirigeants de ne pas avoir recruté un meilleur ball handler au poste 1 cet été? Même ça j'ai du mal. À la base, Simmons était prévu pour jouer sur ce poste entre 35 et 40 minutes par match. Neto faisait très bien l'affaire pour prendre les miettes restantes. Au final, si les Sixers en sont là, c'est une nouvelle fois à cause de l'échec du trio Embiid, Simmons, Horford qui a poussé l'Australien à être décalé au poste 4. Je vois, après ça devient un cercle sans fin quand tu règles un problème mais que ça en crée un autre. Exactement, et pour continuer dans ce sens, je vais parler d'un nouveau point qui me dérange chez ces Sixers, le jeu en transition. Déjà, pour commencer, notons qu'en termes de defensive rating, les Sixers sont la 7ème meilleure équipe de la ligue. Sans être de niveau élite, c'est quand même très bon pour une défense. En termes de pourcentage de rebonds défensifs pris, là, les Sixers sont 3ème. Ça, c'est plutôt très lourd, comme quoi ça a aussi du bon de jouer en tall ball. Et forcément, quand tu défends dur et que tu prends des rebonds def, je pense que vous voyez
voyez où je veux en venir, tu te procures des contre-attaques. Avec plus de 18 par match, c'est le cas, sauf que cette équipe de Philly ne marque en moyenne que 1,09 points par transition. Les Sixers ne sont que la 21e équipe de la ligue dans ce secteur, c'est trop peu, tout ça à cause d'un trop grand nombre de balles perdues. Et oui, plus de 13% des contre-attaques des Sixers se terminent par un turnover, seules 5 équipes font pire dans la ligue cette saison. Pour moi, c'est un vrai problème, et pire, ça fait 3 ans que ça dure. En principal coupable, sur ce coup-là, on peut nommer Ben Simmons. L'Australien est dans le top 5 des mecs en NBA qui jouent le plus de transition. Mais parmi eux, il est de loin celui qui perd le plus de ballons dans ce genre de situation. Ah oui, franchement, c'est une stat bien embêtante, ça. C'est sûr qu'à première vue, ça peut l'être, mais c'est ce qui arrive aussi quand on fait mener un joueur de grande taille. LeBron James, qui a joué point guard aux Lakers pendant toute la saison, présente à peu de choses près les mêmes stats que Ben dans ce domaine, et pourtant, personne ne lui reproche rien à lui. Tout ça parce que les Lakers gagnent. Puis encore une fois, je me dis que si Milton assure un minimum, ce problème pourrait être limité. L'arrière possède de très bonnes stats en transition, et nul doute que ça fera du bien à Simmons d'avoir quelqu'un à ses côtés qui peut l'aider à porter le ballon. Maintenant, encore une fois, le souci reste le même. Milton est inexpérimenté, il va avoir beaucoup de responsabilités, et ses vis-à-vis vont lui mettre une grosse pression. Ce sera sûrement difficile pour lui de maintenir la même efficacité en contre-attaque que ce qu'il a montré jusque-là. N'empêche que personnellement, je n'ai pas de meilleure solution, donc le pari de Brett Brown mérite d'être tenté. All in. 6 million. Pour enchaîner, je vais aborder autre chose, les errements dans le money time dû à un manque de constance. Comme je le disais, cette saison, l'équipe de Philly a présenté deux visages, un à domicile, un à l'extérieur. Les Sixers n'ont quasiment jamais réussi à reproduire en déplacement ce qu'ils faisaient à la maison. Là-dessus, déjà, ça semble évident, la régularité n'est pas leur fort. Mais le point qui va arriver est celui qui me dérange le plus. Face à un adversaire censé être plus faible, les hommes de Brett Brown semblent adapter leur niveau de jeu. Avec eux, jamais un match ne semble définitivement plié, comme si ça manquait de niaque, de dureté dans cet effectif. C'est sur des moments comme ça que la perte de Jimmy Butler a de l'importance. À ce propos d'ailleurs, j'ai entendu tout au long de la saison beaucoup de critiques à l'encontre de Joel Embiid. Quand j'ai fait un sondage sur Discord pour mes awards, vous avez élu le Camerounais deuxième plus grosse déception de la saison. Au vu des attentes qu'il avait lui-même provoquées, je peux comprendre qu'il en ait frustré certains. Et pourtant, est-ce qu'il doit être une énorme déception? Je ne vous rejoins pas tant que ça. L'an dernier, Embiid est arrivé en playoff totalement cramé, et cette saison, afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, Brett Brown a décidé de l'économiser. Son temps de jeu a diminué de presque 4 minutes, et forcément ça se ressent sur ses stats. Maintenant, ce que je lui reproche, c'est clairement d'avoir été en mode chill jusqu'au All-Star Break. Son body language n'était pas toujours bon et lui aussi semblait vouloir se préserver totalement avant la post-season. Il l'a sûrement un peu trop fait à mon goût. Sa perf à 0 points d'ailleurs face à son cauchemar de toujours, Marc Gasol, est totalement inacceptable. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Joel Embiid n'est plus le joueur dominant qu'il était jadis? Je ne crois pas. À chaque fois qu'il a voulu sortir les doigts, il a su se montrer inarrêtable. Sa perf à 41 points et 22 rebonds pour son entrée dans la bulle est d'ailleurs là pour le prouver, comme les matchs qu'il a joué derrière d'ailleurs. Le pivot semble en forme, motivé et même beaucoup plus enclin à lâcher la balle en cas de prise à deux. Il a progressé là-dessus et perso, je m'inquiète pas trop pour lui. Par contre, en termes de régularité, celui qui me pose question, c'est Josh Richardson. Offensivement, dans un seul et même match, l'arrière est capable du pire comme du meilleur. Généralement, quand il rentre ses shoots, les Sixers vont bien. Quand il balance des briques de façon complètement irréfléchie, le bateau coule. Et quand en plus de ça, ça a lieu dans le money time, je n'en parle même pas. Souvent, cette saison, les Sixers ont su prendre l'avantage dans le dernier quart avant de se faire rattraper pour, au meilleur des cas, se faire peur et au pire perdre le match. Là-dessus, Richardson n'est pas exempt de tout reproche. Après, ce serait bien sévère de lui mettre toutes les déconvenues des Sixers sur le dos à Josh. C'est aussi son jeu de prendre des risques, mais c'est parfois frustrant. Autant il peut être l'étincelle qui rallume la flamme, autant parfois il peut être la fuite qui fait couler le navire. Quand on voit que cette saison il a fait des matchs à 32 points et d'autres à 2, on se rend facilement compte de son inconstance. En définitive, quand Joel Embiid arrive en fin de match, s'il est fatigué et que la défense le trappe, il manque probablement aux Sixers des joueurs sûrs, capables de prendre leurs responsabilités. Tobias Harris s'est toujours montré très juste dans ses choix et j'apprécie beaucoup ce qu'il apporte à cette team. Mais de 1, il n'est pas le joueur le plus clutch du monde et de 2, il ne peut pas faire tout seul. Une nouvelle fois, les Coronets de Shake Milton pourraient apporter un vent nouveau et aider à faire la diff, mais forcément il sera très difficile de tout miser là-dessus. Ouais, ça commence à faire une belle liste de choses qui clochent là. J'avoue, et avant de faire le bilan, je vais même en ajouter une dernière, le banc. En fait, ça va aller vite parce que mine de rien, il y a des joueurs de qualité. Déjà, Al Horford qu'on ne présente plus. Son expérience et sa défense seront forcément utiles en playoff, et même si derrière Embiid et Simmons, il ne jouera pas autant que prévu, il pourrait tout de même s'épanouir dans son nouveau rôle de remplaçant de luxe. Ensuite arrive Furkan Korkmaz. Le Turc est un shooter d'élite qui, cette saison, a plusieurs fois sorti les Sixers de situations difficiles. Malheureusement, il est loin d'être un expert en défense. Vient maintenant Matisse Thybulle, qui, grosso modo, présente le profil
profil inverse. Quand il s'agit d'arrêter un adversaire, personne ne lui fait peur, et qui que ce soit en face, il donnera tout ce qu'il a. Par contre, même s'il a passé 4 ans à la fac, n'oublions pas qu'il n'est que rookie. Régulièrement, il peut faire preuve de naïveté, et en attaque, il est pour le moment loin d'être une valeur sûre. On peut évoquer aussi les 2 transfuges de février en provenance de San Francisco, Alec Burks et Glenn Robinson III. Le premier peut clairement rendre des services au scoring et à la création, d'autant plus qu'il est excellent à 3 points dans la bulle, mais il pêche réellement dans la prise de décision. Le deuxième, quant à lui, peut un peu tout faire, mais n'excelle malheureusement nulle part. De plus, il est actuellement blessé à la hanche. Ajoute à ça un Mike Scott qui, même s'il met des paniers à 3 points, est beaucoup trop irrégulier, un Kylo Quinn qui, même s'il est un guerrier, manque sûrement de finesse, et un Raul Neto qui, de la même façon, présente pas mal de limites, et franchement, ouais, ça peut manquer de profondeur. Après, ce que j'aime, c'est que chacun peut apporter quelque chose de différent. Chaque joueur, pris dans son individualité, présente un profil intéressant, mais quand la seconde unit évolue ensemble sur le terrain, elle présente selon moi beaucoup trop de failles. Ça, c'est un vrai problème que Brett Brown devra apprendre à gérer en faisant rentrer les bons joueurs au bon moment. Ouais, je vois, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que selon toi, ça peut se régler, et si oui, comment? Eh bien, il est l'heure de faire le bilan, et pour moi, il n'y a qu'une seule clé, et on vient d'en parler, c'est Brett Brown. Depuis son arrivée à Philadelphie il y a 7 ans, le coach a montré que pour mener une équipe en reconstruction, il était parfait. Le mec excelle pour souder ses joueurs et créer une alchimie. Au fil des ans, il a su donner confiance à des joueurs comme Robert Covington, TJ McConnell et même Shake Milton que personne n'attendait si haut. En faisant sonner une cloche miniature aux joueurs le plus méritants ou encore en organisant les petits déjeuners du dimanche en commun, le tacticien a toujours su faire preuve de trésor d'inventivité lorsqu'il s'agissait de créer une réelle cohésion. Pour ça d'ailleurs, je le respecte énormément. Mais est-il vraiment l'homme de la situation lorsqu'il s'agit de chasser un titre ? Cette question finalement c'est la plus importante et c'est celle à laquelle on va essayer de répondre. Déjà soyons clairs, comme on l'a dit, l'alchimie semble là. Pour ça, merci à Brett Brown, mais aussi merci à Al Horford et Tobias Harris qui semblent avoir un vrai rôle dans le vestiaire. Pour ceux qui en doutent encore, je vous conseille vivement d'aller voir le vlog de Matty Stable sur la vie à Disney. Tout ça y transparaît clairement. Alors bien sûr, lors du match entre les Sixers et les Pacers, on a vu Joel Embiid et Shake Milton se prendre la tête. Beaucoup de médias en ont fait les gros titres alors que au final, pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi en faire un foin. Cela a surtout montré que Joel se sentait suffisamment à l'aise pour dire les choses franchement, et c'est plutôt sain, mais aussi que Milton a sûrement surréagi en raison de la frustration causée par son mauvais match. Et ouais, les gars sont des compétiteurs, et lorsque l'on veut gagner dans un sport co, ça arrive les conflits, ce n'est pas pour ça que c'est grave. Moi, ce que je trouve dramatique, honnêtement, c'est plutôt quand les choses ne sont pas dites, et quand chacun rumine dans son coin. Puis encore une fois, si vous doutez de ce que je dis vis-à-vis des Sixers, regardez qui a été le premier joueur à féliciter Milton lors de son game winner face aux Spurs, Joel Embiid. Vraiment, au sein de ces Sixers, nous avons un vrai groupe, et Brett Brown a brillamment joué son rôle pour ce qui est de l'alchimie. Et est-ce que ça suffit pour être champion? Je ne pense pas. Voilà environ 3 ans que les Sixers jouent à haut niveau, et voilà environ 3 ans que certains problèmes restent les mêmes. Aujourd'hui, j'aime bien les comparaisons, et en voici une autre. Brett Brown, c'est un peu comme si ça faisait un temps fou qu'il cherchait ses clés dans son appart alors qu'elles sont juste sous ses yeux. Sauf que vu qu'il a le nez dans le guidon, il ne les trouve pas. En fait, il suffirait peut-être juste que quelqu'un d'extérieur arrive et le remplace dans sa quête pour mettre la main sur ses clés et régler le problème immédiatement. Ah ouais, c'est cash, donc pour toi c'est dead, les Sixers n'y arriveront pas avec Brett Brown. J'avoue qu'au vu des failles qu'il a montrées d'un point de vue stratégique, je suis pessimiste. Quand je vois que face à lui, à l'Est en playoff, il y aura des gars comme Mike Budenholzer, Eric Spoelstra, Brad Stevens ou Nick Nurse qui eux sont de vrais stratèges, ça peut faire flipper. Même si entre les playoffs 2018 et les playoffs 2019, il y a eu du mieux chez Brett Brown, le tacticien des Sixers a clairement des progrès à faire pour ce qui est des ajustements en cours des séries ou en cours de match. Si je prends du recul et que j'essaye de trouver sur ces dernières années un vrai choix payant de sa part au coaching, je reste un peu muet et ça m'inquiète. Depuis toujours, dès que Embiid est sur le banc, les Sixers coulent et jamais aucune solution n'a été trouvée pour remédier à ça. Et le fait de sortir Horford du 5 alors? Eh bien c'est une idée, et voilà où peut être la clé pour Philadelphie, même si elle ne garantit pas d'ouvrir toutes les portes. Si ce choix s'avère payant, que les Sixers redressent la barre et arrivent jusqu'en finale de conférence, disons, Brett Brown passera pour un génie. Puis faut dire que ça pourrait fonctionner, regardez les 5 problèmes que j'ai listés. Un Milton dans le 5, ça diminue les emboutteillages, on l'a dit. Un Milton dans le 5, ça apporte de la création au poste 1. Un Milton dans le 5, ça donne un porteur de balle de plus sur transition. Un Milton dans le 5, ça apporte un mec potentiellement plus dangereux dans le money time, ça s'est vu contre les Spurs. Et enfin, un Milton dans le 5, ça met un Horford sur le banc pour densifier la seconde unit. Vu comme ça semble tellement régler tous les soucis. Mais maintenant, est-ce que ce ne serait pas trop mettre d'espoir et de pression à un sophomore qui en tout et pour tout n'a joué qu'une 50aine de rencontres en carrière, dont aucune en playoff? Je crois que si. Maintenant, pourquoi pas, hein, Shake Milton pourrait devenir la vraie révélation de la bulle de Disney. Par contre, je ne parierais pas tout mon salaire là-dessus. Quand je vois que dans la défaite face aux Pacers, Embiid affiche un plus-minus de plus 21 et que celui d'Horford est de moins 26, je me dis
que ce genre de changement ne pourra pas tout solutionner immédiatement. Alors même si je me dis que cette idée apportera forcément du positif à l'équipe de Philly, je pense qu'elle arrive un peu tard. Il faut parfois du temps pour changer des principes de jeu et les rétablir de manière efficace. Milton a besoin de prendre de l'expérience et tous les Sixers ont besoin de s'accoutumer un minimum à cette nouvelle dynamique. Avec les playoffs qui arrivent dans une semaine, ça me semble très juste, le temps est compté. Puis soyons lucides, ce choix de la part de Brett Brown, même s'il se montre efficace, ne sera sûrement pas suffisant pour passer plusieurs tours. Il faudra également trouver les rotations parfaites au niveau du banc, capitaliser sur les qualités de chacun en fonction de qui se présente en face, mais surtout réagir aux bottes secrètes que dégaineront les entraîneurs adverses. Ça me semble beaucoup pour Brett Brown, qui aussi fédérateur soit-il, n'a jamais montré de telles ressources stratégiques dans sa carrière. Alors après, tout ce que je lui souhaite, c'est que je me trompe. Mais là, en l'état, le laps de temps me semble trop court et le chantier trop grand pour permettre aux Sixers d'atteindre une finale de conférence qui permettrait à Brett Brown de sauver sa place. Voilà pour ce qui, selon moi, cloche chez les Sixers, voilà pour ce qui est de mon 22e Coast to Coast. Vous en pensez quoi? Vous me rejoignez sur ces constats? Jusqu'où voyez-vous arriver ces Sixers? Parlez-en moi en commentaire, ça m'intéresse. Croyez-moi, je lirai tout ça bien attentivement en attendant la prochaine vidéo. D'ici là d'ailleurs, je ne peux que vivement vous conseiller d'aller suivre l'actu sur le site Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver une excellente analyse sur Brandon Ingram et les chances qu'il a ou non de remporter le trophée de MIP. Franchement, c'est riche, c'est profond, il y a des exemples, des stats, des schémas, des vidéos et c'est le genre d'article d'analyse qui, même s'il est long, se dévore littéralement. Pour venir débattre avec la commu, mais aussi découvrir mes all-time teams au quotidien, vous le savez, c'est sur Discord et Instagram que ça se passe. Bien sûr, il y aura les liens de tout ça, mais aussi du Tipeee et toutes ces choses en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais aussi activez la cloche pour recevoir les notifs. C'est super important et il faut que je vous fasse les gros yeux si vous matez sans avoir follow. Puis si vous faites partie des vrais de vrais qui ont déjà fait tout ça, pensez à lâcher votre com, à poser votre pouce bleu. Je sais pas si c'est vrai, mais la rumeur annonce que ça augmentera de 7,9% vos chances de gagner à l'euro million. Alors tentez le coup, hein, ça mange pas de pain. À très vite.